Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, tout le monde connaît Molière, mais que sait-on vraiment de lui? Pierre-Louis Calixte de la Comédie Française propose sa réponse sur scène et dans un très beau texte. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche d'Emma Guessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, celui du plus célèbre journal au monde. Il a été vendu à 30 millions d'exemplaires. C'est celui d'Anne Frank. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Ambiance câlin extrêmement mignon, vous allez le voir. Et puis rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier. Aujourd'hui, direction l'Inde avec l'organisation Makers Asylum. C'est à la frontière de l'innovation et de l'éducation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Molière, c'est un peu le Toutankhamon de l'art dramatique, puisque comme le célèbre pharaon, il a laissé des trésors, mais on ne sait presque rien de lui. C'est l'inverse de Ramsès. Alors pour les 400 ans de sa naissance, c'était en 2022, eh bien ses héritiers artistiques ont imaginé plusieurs propositions qui continuent à tourner sur les scènes. Ces héritiers, bien sûr, ce sont les acteurs de la Comédie Française. Et parmi ces propositions, il y a un seul en scène intitulé Molière Matériaux, écrit et interprété par Pierre-Louis Calixte, que l'on est très heureux d'accueillir. Je vous avoue heureux et ému parce qu'il prend en tripe votre spectacle. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis tout chantourné, comme on dirait à l'époque. Molière, le dramaturge le plus connu, tous les élèves en ont étudié au moins un texte et ça fait des générations. Or, on sait très peu de choses sur lui. Oui, c'est vrai que sa biographie est pleine de trous, mais comme Shakespeare aussi. Alors, il y a toujours cette chose-là chez les biographes, à la fois de révéler la vérité, toute la vérité, parce qu'on a peur de le trahir, et qu'il y a toujours un élan d'amour à s'emparer de ce destin-là, à le raconter. Donc ça lutte toujours entre les faits, la vérité, rien que la vérité, et malgré tout la tentation du roman. C'est ce que j'essaye de raconter dans ce spectacle. Je ne peux pas faire un spectacle savant, ça n'aurait aucun intérêt. En revanche, ce que je peux faire, c'est m'approcher de Molière comme je m'approche d'un personnage de fiction, c'est-à-dire voir en quoi, dans sa vie, dans les événements qu'il a vécus, dans son écriture, il y a des choses qui résonnent en moi. On en regarde un extrait pour se mettre dans l'ambiance. Ce que tu fais, toi, Jean-Baptiste, de toutes tes douleurs, des comédies, sur la scène, tu les éreintes, tu les fatigues, tu es à la fois le taureau et le matador, et tu les mets à mort. Et à chaque représentation, tu recommences tes douleurs, tu les leurres, tu les domptes, et là, tu leur règles leur compte. Est-ce que la vérité d'une vie n'est pas inévitablement romanesque, jusque dans nos propres existences? C'est la question que vous souleviez. Pierre-Louis Calixte, ce visage de Molière que vous dépeignez, c'est donc finalement un mix entre son visage et le sien. Je précise quand même, quand vous regardiez les tableaux, les peintures, les portraits de Molière à l'époque, il n'y en a pas de pareil. C'est très stupéfiant. Ouais. Je suis vraiment parti de là. Parce qu'il y avait aussi, il y avait plein de portraits à ce moment-là dans la Comédie Française quand on se promenait. Et c'est ce que je me suis dit en fait, c'est que à la fois il y a le portrait de Molière et à la fois il y a le portrait du portraitiste en fait. Et dans les biographies, on retrouve ça. Il y a des biographies où on sent très bien que dans les trous, justement, quelqu'un donne son interprétation. Et quand on donne une interprétation, on parle de soi, en fait. Donc, en fait, c'était la seule manière dont je pouvais m'approcher de lui, parce que les livres savants existent. En revanche, ce que je pouvais dire, c'est en quoi, voilà, nos destins, nos parcours de vie se résonner l'un avec l'autre. Alors il y a plein de résonances, des plus triviales, des plus anecdotiques, comme le nom d'une ville, comme une date, aux genres de rapprochement, à des choses beaucoup plus graves dont on va parler, et notamment un rapport à la maladie. On reste quand même sur les traces à la Comédie Française. Il y a le fauteuil sur lequel Molière interprète Argan dans Le Malade imaginaire. Alors il ne meurt pas sur scène. Emma nous l'avait rappelé d'ailleurs dans une Anti-Sèche. Il meurt quelques heures après. Mais en tout cas, c'est ce fauteuil. Vous le regardez encore ce fauteuil ou ça pourrait être un banc comme un autre? Non, bien sûr, je le regarde. C'est émouvant. Mais à la Comédie Française, il y a tellement de fantômes dans tous les couloirs, de peintures d'acteurs. C'est vrai que quand on descend les couloirs de sa loge, quand on descend les escaliers et qu'on voit les peintures d'acteurs, c'est très troublant parce que quand on rentre, on se sent vraiment à la fois dépositaire, évidemment, de sa partition,
mais de toute la lignée des acteurs qui l'ont interprété le rôle avant vous, surtout quand on joue un rôle du répertoire, que ce soit Molière ou Shakespeare ou Marivaux, enfin c'est plus facile de créer de ce point de vue-là. Quoi ? C'est plus facile de créer un contemporain, non ? Non, parce que je trouve que ça nous accompagne. Si on ne veut pas lutter contre, si on veut bien accepter de poser ses pas dans les pas d'un autre, alors c'est très doux. Au contraire, on a l'impression de continuer un chemin. Comme en science, on monte sur les épaules des géants, finalement. Absolument, ouais. Absolument. Quelque chose de sa personne privée que j'aimerais cerner, qui se devine dans ses pièces comme voilé entre les lignes et qui me permettrait d'accéder à celui qu'il était derrière son masque de comédie, à celui qu'il était une fois le rideau tombé. Extrait de votre texte, extrait de ce que vous cherchez dans ce Molière matériau. On retrouve Pierre-Louis Cadixte juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Petit chat dans la gorge. Vous voulez faire quelques vocalises? Tout va bien. Tout va bien, formidable. Anti-Sèche consacré aujourd'hui à Anne Frank. Elle est née un 12 juin, c'était en 1929. Et son journal, mondialement célèbre, a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, traduit en 70 langues. Et que ce soit à l'école, au collège, au lycée, les élèves entendent forcément parler d'elle. C'est comme Molière. Mais oui, parce que c'est un symbole de résilience, de courage, d'optimisme dans une des périodes les plus sombres du XXe siècle. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Les nazis traquent les Juifs qui sont obligés de se cacher. Et Anne Frank raconte cette vie dans la clandestinité dans son journal. Anne Frank qui se cache avec sa famille dans une maison qu'on visite aujourd'hui à Amsterdam. C'est un des lieux les plus visités de la ville, un incontournable qui affiche quasiment complet tous les jours. Il faut réserver. C'est du vécu. Absolument. C'est du vécu aussi. Je me suis fait avoir même. C'est là donc qu'Anne Frank s'est cachée pendant 2 ans avec 7 autres personnes, dont ses parents et sa sœur. Le bâtiment est occupé dès 1939 par le père d'Anne Frank, Otto, qui installe les locaux de son entreprise Opekta, qui produit du gélifiant à la confiture. Une famille qui vit à Amsterdam assez récemment, ça fait 5 ans, ils sont originaires d'Allemagne en fait. Absolument. Le père d'Anne Frank est un ancien officier allemand décoré par la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Et Anne a une enfance heureuse, mais en 1933, lorsqu'Hitler devient chancelier, les choses se gâtent, les Franks sont juifs, il faut donc fuir. Les Pays-Bas sont un choix déjà pour le travail et le business d'Otto Frank, mais la famille pensait également que pour les juifs, eh bien, ce serait plus sûr. Malheureusement, en mai 40, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, instaure des lois répressives ainsi qu'une ségrégation des Juifs et la famille d'Anne Frank tente de fuir une nouvelle fois en vain. Et c'est là que le père a cette idée. Exactement, de se cacher dans les locaux de son entreprise. La famille laisse l'appartement en désordre, l'appartement dans lequel elle vivait en désordre pour faire croire qu'ils sont partis dans la précipitation. Et le matin du 6 juillet 1942, ils s'installent dans la partie inutilisée des locaux qu'on appelle l'annexe. On y entre en faisant coulisser la bibliothèque située au 2e étage et la famille s'y cache pendant 2 ans. 2 années au cours desquelles Anne Frank écrit quasiment sans discontinuer. Absolument. D'abord, dans ce journal qu'elle reçoit pour son 13e anniversaire, 3 semaines avant de se cacher à l'annexe, elle s'adresse à une amie, Kitty, une amie imaginaire, et lui raconte sa vie quotidienne. C'est finalement le témoignage d'une jeune fille juive aux Pays-Bas à cette époque, puis la vie en clandestinité dans les moments difficiles, ponctuée par des moments de joie quand même. C'est un journal, mais dès le début, elle l'écrit comme un récit qui a vocation à être publié. C'est pas le journal intime que je cache dans mon Absolument, c'est ce qu'elle souhaitait. Mon tiroir. Non, c'est ce qu'elle souhaitait, Anne Frank. Son grand rêve, c'était de devenir écrivain. Regardez ce qu'elle écrit dans son journal le 5 avril 1944. « Deviendrai-je jamais une journaliste et un écrivain ? Je l'espère tant, car en écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. » Donc 2 ans de témoignages qu'elle avait prévu de sortir après la guerre, ce qui était donc d'abord un journal. Elle pensait vraiment en faire un récit et le publier. Et cette dernière entrée, la dernière fois qu'elle a écrit dans son journal, c'était le 1er août 1944. Voilà, et le 4, la famille est arrêtée après avoir été dénoncée et déportée. Oui, et toute la famille d'Anne Frank meurt dans les camps, sauf son père, qui à son retour des camps se voit confier le journal d'Anne Frank, qui entre-temps a été retrouvé à l'annexe. Il décide de le publier et on connaît son succès aujourd'hui. J'aimerais vous lire ce qu'a écrit l'écrivain et survivant d'Auschwitz, Primo Levi, à propos de ce journal. Il écrit « Anne Frank nous émeut plus que les innombrables victimes restées anonymes, et peut-être doit-il en être ainsi. Si l'on devait et pouvait montrer de la compassion pour chacune d'entre elles, la vie serait insoutenable. » Merci beaucoup Emma pour cette chronique. Et je rappelle que le texte d'Anne Frank est publié en France chez Calman Levy. Ils ont publié une nouvelle version pour les 90 ans. Et il y a aussi une version roman graphique, toujours chez Calman Levy, d'Harry Folman et David Polonsky, qui est assez merveilleuse. On se retrouve pour la récré tout à l'heure ? Avec plaisir. On trouvera un sourire, là, vous nous avez mis dans un sentiment de gravité. En plus, on va parler mort et maladie. Ah mince. Quelle émission plombante. Non, mais restez, grand oral.
Quand on pense à Molière, on pense évidemment à la comédie, mais il y a aussi un Molière très grave qui vous touche, c'est celui qui fait dire à Argan, dans Le Malade imaginaire, n'y a-t-il point quelque danger à contrefaire la mort? Et vous, ça vous renvoie à plein de choses. Ce que vous racontez... Non, c'est contrefaire le mort. Le mort. C'est bien la question. Mais j'ai écrit le en plus. N'importe quoi. C'est un métier. Hein. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort, à imiter celui qui meurt? Et ça vous renvoie à plein de choses. Alors, il y en a une première que vous racontez dans le spectacle d'ailleurs. C'est votre entrée à la Comédie Française. Et ça vous y renvoie de deux façons. Oui, c'est-à-dire que quand je rentre à la Comédie Française, je rentre aussi sur la mort d'un comédien, Daniel Znick, qui vient de mourir étrangement la veille. Il faisait avec Laurent Stocker et Michel Villermoz, que je nomme. Ils s'amusaient, parce que ça les faisait beaucoup rire, à jouer l'infarctus. Et ils ont joué à ça toute la C'est genre fin de journée, Comédie Française. On boit des verres, on plaisante. Humour de comédien. Tiens, on va se faire un petit infarctus. Voilà, et on joue à celui qui fait le mieux. Et ce sont grands acteurs, donc ils le font très très bien. Et évidemment, ils rient parce que c'est très drôle de s'amuser à jouer la mort. Le mort. Tu vois, moi aussi. Ah. Merci. Et voilà, il rentre chez lui, la soirée s'achève, il rentre chez lui, on le retrouve devant son immeuble, et le médecin légiste, appelé pour déterminer les causes de son décès, conclut un arrêt du cœur. Donc c'est étrange, évidemment, on ne peut pas dire donc, mais voilà, c'est juste des choses assez troublantes. Et de rentrer sur la mort de quelqu'un, ça montre à quel point la joie, parfois, est liée à la peine. C'est-à-dire que c'était très difficile à concilier pour moi. Je n'ai pas pu dire oui tout de suite. J'ai demandé à Muriel Mayette, qui me proposait ça, c'est l'administratrice du Français, de réfléchir, parce qu'il m'était incapable de... Je lui ai dit, je ne peux pas sauter de joie à la mort de Daniel. Surtout qu'il fallait, au sens propre du terme, reprendre le costume dans la foulée pour jouer Cléante dans la Var. Non, oui. Dans le Tartuffe. Tartuffe, pardon. Et il y a cette scène que vous racontez aussi dans les ateliers de costumes de la Comédie Française, où il faut rentrer dans les costumes du mort. Absolument. Dans le costume du mort. Dans le costume du mort, Daniel était un homme bien plus massif que moi. Et donc, il fallait reprendre son costume sur mon corps. Et ça a été une expérience très troublante d'enfiler le costume du mort. Et en même temps, ça me met au cœur de ce que c'est que le métier, de ce que c'est que la vie, comment, en fait, on est un relais entre les morts et les vivants. Et comment on fait ça sur scène? Je vous attire dans cette direction-là parce qu'une des lectures que vous proposez de Molière, c'est de nous dire, il avait donc cette fluxion, cette maladie qui toussait sur scène. Vous dites, il intégrait même ça probablement au spectacle, il en faisait des répliques, il en faisait rire le public. Il y a évidemment le personnage d'Argan, où il se donne le rôle du malade imaginaire, alors qu'il est tout sauf imaginairement malade. Vous, ça vous touche aussi, parce que vous le racontez à un moment donné, vous-même, vous frôlez la mort avec une maladie gravissime. J'ai une leucémie. Alors, oui, mais c'est cette question-là. Je précise quand même une leucémie avec plusieurs mois en chambre stérile. 8 mois en chambre stérile, et puis après 1 an entre convalescence et traitement. Mais c'est aussi, parfois, c'est très étrange parce que je peux dire à cause, et puis je peux dire grâce aussi. Comme quoi, là aussi, la mort, le fait de frôler la mort rend aussi la vie plus intense, chaque instant plus précieux. Et la vie sur scène plus intense. Et la vie sur scène, c'est un point essentiel du spectacle, ça aussi. L'instant au théâtre est particulièrement comme ça précieux, parce que le spectacle vivant, vous le savez, ça ne reviendra pas. Mais cet instant qu'on est en train de vivre ensemble, il ne reviendra pas non plus. Peut-être une vidéo, mais ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est unique. Hein, ça passe et ça s'en va, et ce sera un souvenir. Donc moi, c'est ça qui me touche dans le spectacle vivant, c'est de faire vibrer ça. Et peut-être que la proximité de la mort m'a désigné aussi c'est bête à dire, mais la joie d'être au monde. Et je pense que le théâtre aussi, et cette lecture d'un Molière qui se met un masque de comédie derrière pour masquer un masque de souffrance. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Et vous croisez aussi avec une maladie qui est une maladie du siècle. Il y a d'ailleurs un autre spectacle à la Comédie Française qui était joué cette année, Angels in America, qui parle du SIDA et de ses années SIDA. Et là, vous parlez de Jean-Luc Lagarce, immense dramaturge, metteur en scène, dont vous avez joué des textes, qui était malade, qui a monté le malade imaginaire. Oui, qui a monté le. Et tout en disant non, mais ça parle pas de moi. Bien sûr. Comment l'admettre? C'est assez beau cet entretien. C'est un entretien vidéo qu'on peut trouver. Et on sent aussi toute l'élégance du bonhomme. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que ce soit une chose cathartique. Il veut que ça parle à tout le monde. Et donc, ne pas en faire une chose autobiographique. Mais évidemment,
comme son personnage de Louis dans Juste la fin du monde, revient dans sa famille, et aussi un auteur qui revient, qui a quitté sa famille, parce que la famille, parfois, il faut savoir la quitter, pour vivre, pour s'affranchir de tout, et qui revient dans sa famille pour annoncer sa mort. Voilà. Moi, j'avais joué Louis juste avant de tomber malade. Et donc, c'est tout ça qu'on retrouve. C'est cet entremêlement des destins. Ces mots, ces silences, ces sourires, ces déambulations, ces hésitations même participent de ce voyage au long cours à la rencontre de Molière et de tous ces êtres rêvés ou réels qui ont nourri sa vie et offert au théâtre sa grandeur. Ces mots, ce sont ceux du journal La Croix évoquant votre spectacle, Pierre-Louis Cadix, spectacle absolument formidable, texte absolument formidable, qui est publié chez Actes Sud de Papier. On vous retrouve juste après la récré, Emma. Vous aimez bien quand je lance une récré, comme on a parlé de sujets Mais oui. pas du tout lourds, hein, franchement. Pas du tout, ouais. La mort, la maladie, toutes ces choses-là. Faut Et puis maintenant, on y va. Emma, faites-nous rire un peu. Alors moi, je vous avais prévu, alors rien à voir, je vous avais prévu C'est le principe de la récré, voilà, quand même. une petite La récré, je suis vidéo désolé. sympa. Parfois, vous êtes en cours d'histoire, on vous fait, tiens, typiquement Anne Frank ou la Shoah ou que sais-je. Et puis paf, c'est la récré, on s'amuse avec les potes. Ah Donc, oui, là, c'est la mais moi je me suis dit, hop, c'est lundi, le week-end c'est fini, c'est déjà l'heure de retourner au travail. Voilà, donc voilà. je vous ai trouvé la vidéo qui vous fera partir du bon pied ce matin. Super. Ça vous va? Génial. Ok, donc je vous donne le contexte. C'est un petit garçon, Kaizen, qui a dû déménager en cours d'année. Et il y a quelques jours, il est revenu dans son école d'origine. Et regardez l'accueil qui lui a été réservé. C'est la vidéo mignonne du lundi matin. Regarde. D'accord. This is so cute. Bon, on espère que c'est pareil. Ça a fonctionné. Ouais, en tout cas, Regardez, ça marche tout le sur monde est nous. content. J'espère que ça marche pareil chez vous. Effectivement, on se disait, c'est l'amoureuse, là, celle qui dit, on n'est pas sûr totalement, mais bref. Bon, Emma, mission J'ai accomplie. réussi. Ben voilà. Allez, génial. Grand oral, Pierre-Louis Cadix. La langue de Molière, on va en parler mercredi avec la linguiste Maria Candéa du point de vue linguistique de cette langue de Molière. Mais on en parle aujourd'hui comme langue de théâtre avec Pierre-Louis Cadix. Molière Matériaux, c'est le titre de votre texte, de votre spectacle qui a été monté. C'est un singulis d'ailleurs. Alors j'ai découvert qu'il y avait une devise à la Comédie Française, simul et singulis. Exactement. Ce qui veut dire être ensemble et être soi-même. Voilà. C'est le cœur du réacteur dans la maison. L'idée de troupe et en même temps du fait qu'au sein de la troupe, il faut que chacun on perd pas son identité. Voilà, voilà. C'est exactement ça. Mais ça pourrait être même une devise de vie, je trouve. C'est vrai, ça marche dans une société. Ça marche dans une société. Ou ça devrait marcher dans une société. La langue de Molière, vous avez dit dans un entretien qu'elle broie les acteurs qui ne la respectent pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si... mais les grands auteurs, souvent, c'est ça, c'est qu'ils vous prennent par la main, mais il faut marcher dans ce qu'ils ont écrit, parce que c'est une écriture très forte, c'est-à-dire, il faut vraiment la croire. Il faut vraiment la croire et quasiment prendre la respiration qu'elle vous propose. Si on essaye de jouer contre Molière, Molière est plus fort. Donc de la tirer par exemple vers une diction contemporaine, etc. Ça ne marche pas en fait. Ça marche pas. Il faut rentrer dans les pas de Molière. Parce que c'est un acteur en plus. Et vous dites que cette langue a été votre prof de théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une langue est un prof de théâtre? Et ça, je le dis parce que parfois des élèves, des enseignants, des parents qui nous regardent, ça peut servir. Je crois qu'en fait, mais c'est le propre des grands auteurs, Marivaux, tous les grands classiques, c'est pareil, si on les croit, c'est-à-dire si on n'essaye pas de jouer, de se dire, de jouer à côté de la langue, si on essaye simplement de nommer la langue, juste d'en être le porte-parole, alors, au moment où le texte sort de votre bouche, non seulement le sens vous parvient à vous, mais il parvient aussi à l'auditeur. Et le jeu qui va venir de là, il va venir juste de l'élocution. Après, vous allez vous mettre à jouer, mais il ne faut pas vouloir jouer avant. Il faut l'écouter, et l'écouter en la disant, et en la disant, tout va venir. Et après, on va jouer. Mais pour l'instant, il faudrait savoir lire. Quand je travaille avec des jeunes élèves, le théâtre, je leur dis, n'essayez pas de jouer, lisez. Si vous lisez, vous verrez que le jeu, ce sera très simple en fait. Il sera déduit de cette lecture, surtout avec une langue comme celle de Molière ou des grands. Donc c'est quoi? C'est Marivaux, Musset, Shakespeare, tout cela. Voilà. Vous aviez une dizaine d'années, vous, quand vous avez découvert ça. Mais alors, le conseil qu'on vous... ou plutôt la commande qu'on vous passe, c'est un peu l'inverse. On ne vous demande pas de dire un texte de Molière, on vous dit surtout mets le ton.
oui, mais c'est toujours... Mettre le ton. C'est toujours le problème. Ouais. Mais je lutte beaucoup parfois avec les instituteurs quand je fais des ateliers dans les écoles. Parce que effectivement, souvent ils me disent « Ah mais il faut donner tel rôle parce que c'est la meilleure élève. » Je dis, mais oui, mais lui, c'est le moins bon élève, mais il a envie de le dire. Il faut partir de l'envie. Et c'est pas très intéressant de rester. Justement, la fiction, elle nous permet de brouiller les cartes de la réalité. C'est aussi une possibilité de s'affranchir des rôles qu'on a dans la vie. Hein. Donc, oui, surtout ne pas donner le ton, non. C'est une très mauvaise idée. Donc on commence par dire, dire au fond... Par l'écouter. Et par l'écouter. Voilà. Et par rentrer dans cette langue. Ce qui fait d'ailleurs au passage qu'on la comprend, cette langue, Absolument. qui quand on la lit, n'est pas toujours très compréhensible. Non. Moi j'ai refait l'exercice il n'y a pas longtemps. Mais tout à fait. Mais c'est une langue étrangère. Oui, c'est ça. C'est comme Shakespeare pour les Anglais. C'est une langue étrangère. Donc il faut vraiment... Et je pense qu'aujourd'hui, quand on joue Molière, il faut amener le jeu pour rendre cette langue limpide, pour la rendre accessible. C'est le premier... c'est le premier Pour que ça passe travail. avec le public et que... Voilà, il faut appuyer le jeu pour que tel mot qui n'est pas accessible aujourd'hui, qui ne veut plus rien dire pour les Français contemporains, ben, hop, on vous l'offre. Ce texte, il dure 1h20 quand vous le dites et quand vous l'interprétez sur scène. On peut le lire, ça fait quoi, une 60aine de pages. Vous dites à un moment du spectacle, j'ai 8 heures de spectacle. Oui. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Vous ben, n'avez pas le droit de me répondre, non, ce qu'on ne voit pas, c'est pas bien. Non, mais à quoi vous avez renoncé? J'ai renoncé, je dirais, au superflu. J'ai essayé... Non, mais je me défile pas quand je dis ça. J'ai essayé de rester à l'os. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Mais parfois, un texte, c'est résumé en une seule phrase. Par exemple, quand je dis Molière par rapport... Ça rejoint la question de la langue. Par rapport à cette date, aujourd'hui, quand je joue au Studio Théâtre, ton XVIIe siècle, c'est un tout autre monde et une toute autre manière de penser le monde. Alors j'avais écrit, évidemment, un texte sur l'arrivée de Galilée. Qu'est-ce que ça révolutionne quand il dit non, en fait, je vais vous expliquer, la Terre n'est pas vraiment plate et Dieu, en fait, c'est pas sûr. Et c'est peut-être pas sûr du tout. Qu'est-ce que ça remet en cause, cette solitude? Et il y a évidemment la naissance du rationalisme, de Don Juan qui débarque et qui dit bah, si Dieu n'existe pas, alors oui, on est libre, mais aussi on est sacrément désespéré, on est sacrément seul. Si on n'a pas un grand-papa qui nous dit comment il faut faire. Et donc tout ça, vous l'avez condensé en une phrase? En une phrase. Mais je pensais à Desproges aussi, parce que je pense que Desproges, il avait cet humour du bord du gouffre. Je me rappelle de lui imitant l'accent cancéreux, faut le faire quand même, alors que son père venait de mourir d'un cancer de la gorge. C'était trouver, et Molière a ça, d'être à la fois dans le drame, mais d'avoir l'élégance du rire. C'est ça, c'est la grande élégance du bonhomme, c'est son génie aussi. Et c'est le fil rouge de Molière Matériaux, ce spectacle très très beau, texte très très beau aussi. Vous restez avec nous, on va avec plaisir. Voyager un peu, on va aller en Inde et puis tout à l'heure je vous dirai comment vous pouvez retrouver Molière à la Comédie Française. Ça tombe bien, la maison de Molière rend régulièrement hommage à Molière. Emma, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Super. Cours particulier. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, direction l'Inde avec l'organisation Makers Asylum. On va être à la frontière de l'innovation et de l'éducation. Exactement, Makers Asylum, c'est une organisation qui est basée à Goa en Inde et elle est destinée aux jeunes et aux adultes qui aiment assembler, créer, manufacturer, bref, bricoler et faire des choses de leurs mains. C'est une association, une organisation qui était fondée par Vaibhav Chabra. Qui est-il? Exactement, c'est un ingénieur en mécanique indien qui a été formé à l'université de Boston et en fait en 2013, il revient en Inde pour y travailler. Et son bureau est basé à Mumbai, sauf qu'un jour, le plafond de son bureau tombe, s'écroule, donc ça casse tout le mobilier. Et vous savez ce qu'il fait? Eh bien, comme il est passionné de bois et bricoleur, il demande de l'aide sur les réseaux sociaux à des gens qui sont aussi passionnés pour l'aider à reconstruire des tables et du mobilier. Ouais, et les gens l'aident parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Et voilà, les gens l'aident. Il y a 8 personnes qui arrivent et en une journée, ils reconstruisent 3 tables. Et en fait, de cette expérience naît vraiment un esprit d'équipe et ces bricoleurs ont envie de construire des choses ensemble. Donc, ils se réunissent chaque dimanche pour fabriquer, rendre palpables et concrètes des idées qu'ils ont. Et au début, ils fabriquent un petit peu de tout, un peu partout. Exactement, des meubles, des robots, un peu ce dont ils ont envie en mettant en commun leurs compétences. Et l'association grandit, en fait. De plus en plus de gens sont intéressés, viennent pour fabriquer ensemble. Et il devient difficile d'avoir de la place, d'où le terme asylum du nom l'asile Makers en anglais. Asile ou exil. Donc en fait, c'est un peu l'exil ou l'asile des créateurs.
Et en fait, ils se sont retrouvés dans de petites pièces au fond de bureau avant vraiment de pouvoir trouver un lieu qui les accueille. Jusqu'au moment, en 2014, où ils créent le premier Makerspace, on parle aussi de Fab Lab, en Inde. En Inde, exactement. Et ils vont de ville en ville, à Delhi, à Andheri. Ils sont dans un garage en 2014 et ils finissent par atterrir à Goa, où ils sont aujourd'hui. Leur espace aujourd'hui est très grand et on peut accueillir plus de gens. Ils ont un espace dédié à la création, avec du bois, l'électronique, du textile. Et des gens passionnés se réunissent pour construire des drones, des vélos électriques ou des œuvres d'art. Il y a aussi un espace de coworking. Et donc, ils font de la formation aussi. Ça ressemble beaucoup au Fab Lab, tout ça. Exactement. Ils ont des imprimantes 3D, de nombreux outils pour contribuer à remplir la mission de l'organisation, qui est permettre à des jeunes ou à quiconque de développer un état d'esprit de créateur par le biais de programmes éducatifs, d'initiatives participatives et aussi d'un espace communautaire physique et virtuel. Super. Donc, comme je rêve de me former à la fabrication d'objets en bois, exactement. Goa, le Makers Asylum. C'est ça. Par exemple, si vous voulez créer votre propre skateboard, planche de skate en bois, vous pouvez y aller, par exemple. Il y a des ateliers, des stages thématiques qui sont créés en fonction de ce que vous souhaitez développer comme compétences. Mais il y a aussi des programmes éducatifs transverses pour les plus jeunes. Par exemple, l'école d'innovation en partenariat avec l'UNESCO, qui est destinée aux jeunes de 13 ans et plus. Et qui marche comment ? Alors, si vous avez 13 ans et plus et que vous êtes intéressé par les technologies, vous pouvez vous y inscrire. L'idée, c'est que le jeune ait envie, avec son projet, de répondre à un problème social de sa communauté. Donc le programme se déroule en plusieurs étapes. D'abord, à distance, les participants reçoivent des petites boîtes. Donc ils peuvent, par exemple, programmer un drone de chez eux avec des instructions. Puis ils viennent à Goa dans un deuxième temps pour rencontrer leur mentor et travailler à un prototype. Exemple de projet. Exemple, une ado dont le grand-père souffre d'hypertension et qui a décidé de créer une ceinture... D'hypotension, non ? D'hypotension, oui. On m'a soufflé. Exactement. Pour stabiliser la pression sanguine, par exemple. Et donc, en fait, cette jeune, ça lui a donné envie d'être ingénieur. Ah, génial. Et il y a des programmes pour les plus âgés, j'imagine aussi, parce que c'est une logique de formation. Exactement. La SDG School, donc c'est à partir de 18 ans. SDG, ça veut dire Sustainable Development Goals, donc c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. Là, il y a des participants de plus de 40 pays qui sont accueillis et qui travaillent par équipe sur un prototype qui va dans le sens de ces objectifs de développement durable. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Maria Luisa, qui était une étudiante équatorienne et qui a participé à ce projet-là. Eux, ils ont choisi avec son équipe l'objectif de développement durable numéro 4, donc c'est l'accès à l'éducation. Et en fait, ils ont testé un prototype de tapis où les enfants dansent, dans les bidonvilles, dansent sur un tapis pour apprendre les maths. Donc, ils ont vraiment travaillé avec les mentors, etc. Et ça a fonctionné. C'est ce qui m'a manqué. Donc, voilà. c'est vraiment concret. Il y a beaucoup de terrain. Ils vont tester sur place dans les bidonvilles. Et cette école SDG a donné naissance à plus de 300 projets d'innovation sociale, comme celui de Maria Luisa. Et c'est génial. Et comme c'est la philosophie des makers, j'imagine que tout ça est réplicable, c'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est en open source. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. Et ils comptent aussi se développer le Makers Asylum dans d'autres villes en Inde et créer aussi des Makers Asylum juniors pour les plus jeunes. Merci beaucoup, Marie. Je précise que si vous voulez en savoir plus sur la philosophie des makers, Chris Anderson a publié un ouvrage qui s'appelle Makers en France chez Pearson. Ça veut dire, c'est une définition de comment on fait du théâtre, tout ça finalement, l'asile ou l'exil des créateurs, et où on bricole, chaque pièce est unique quand même. Oui, c'est ça. Tout à fait une image de l'artisanat auquel on se livre à chaque fois. Et auquel vous êtes très attaché, je crois. La formation, vous en faites beaucoup, vous disiez, vous racontez. J'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup, je crois que j'ai fait ça pour rencontrer des gens. Et hier, il y avait des jeunes et j'ai envie qu'il y ait des nouveaux spectateurs. Et donc, il faut les former, faut leur dire que ce théâtre, c'est encore un théâtre public, donc on y tient. Et que donc, c'est le théâtre du public et qui sont les bienvenus. Un formidable théâtre qui a plein de... On en avait déjà parlé ici même, par ailleurs, de dispositifs pédagogiques. On en avait parlé avec Marine Jubin. Vous pouvez retrouver l'émission dans les archives. Marie, merci beaucoup. Pierre-Louis, c'était un grand bonheur de vous voir sur scène, de lire votre texte et de vous accueillir. Je précise que vous serez dans la saison 2023-2024 dans Je reviens de loin de Claudine Galéa, mise en scène par Sandrine Nicolas. Vous êtes dans la distribution. Il y a plein de Molière aussi l'année prochaine à la Comédie Française. Alors je vous donne le truc. Quand vous allez sur le site, si vous voyez qu'il y a une place, vous cliquez. Vous la prenez parce que c'est quand même super compliqué, parce que c'est un théâtre qui a un succès mérité, mais complètement fou. Et vous avez, entre autres, l'année prochaine, Le Bourgeois Gentilhomme de Valérie Lessort et Christian Hack, qui tourne depuis plusieurs années, qui est une pièce référence. Le Misanthrope, mise en scène par Clément Hervieux Léger. Je vais y arriver, Clément Hervieux Léger. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Et Denis Podalides, Les Fourberies de Scapin, qu'on a pu voir au cinéma aussi, filmé à la Comédie Française. Donc, merci mille fois. Et on lit votre texte Molière Matériaux chez Actes Sud Papier. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec, assistée par Emma Frari pour la préparation de l'émission. Pour le son, c'est aujourd'hui Saïd Mamou, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.